Le château de Versailles, tout de dorure et de majesté, attire toujours des milliers de touristes. Allemands, Anglais, Français, Japonais se pressent pour entrer dans l'intimité des rois et sont encore plus friands qu'on leur conte l'envers crasseux du décor. Tous arrivent avec l'image d'un Versailles malodorant. Des courtisans se soulageant dans les recoins des escaliers, un roi recevant sur sa chaise percée et où chacun déverse son pot de chambre du haut de ses fenêtres. Des préjugés? On n'avait pas du tout les mêmes méthodes pour nettoyer le château. On dit que pour être propre, il faut avoir une haleine propre, sentir bon de la bouche et ne pas sentir des pieds. Le parfum arrive justement pour compenser ce manque de propreté. Mais alors qu'en est-il de cette mauvaise réputation? Les rois étaient-ils aussi sales que le château puant? Ce qu'il faut dire, et ça c'est absolument fondamental, chaque époque a le sentiment qu'elle est propre. Où se nichent les fantasmes et la réalité, entre le propre et le sale, dans le château du roi Soleil? Une légende court. Louis XIV n'aurait pris qu'un seul bain au cours de sa longue vie. Serait-ce un préjugé de plus qu'il faudrait dépasser? Ou Louis n'est-il vraiment pas un habitué des baignoires? Il n'y a pas de salle de bain à l'époque de Louis XIV, de lieu spécifique dédié à la toilette. Néanmoins, il pouvait prendre des bains de rivière. Il y avait également la possibilité de prendre des bains de chambre, et dans ce cas-là, on roulait une baignoire de cuivre, et finalement, le roi était baigné, mais de façon assez exceptionnelle, il faut bien le dire. Le roi s'était rendu dans sa jeunesse dans ce qu'on appellerait aujourd'hui des spas, où se retrouvait la haute aristocratie masculine, où on parlait de choses et d'autres, et on parlait aussi surtout de femmes et de maîtresses. Louis XIV a donc pris plus d'un bain dans sa vie. Reste que la propreté demeure une affaire de sensibilité. Et si le roi Soleil préfère les étangs pour se rafraîchir, il ne se trempe pas pour se laver. À l'époque classique d'ailleurs, le terme d'hygiène n'est pas usité. Même si pour nous, c'est un lieu de crasse, c'est un lieu, au fond, de relative malodorance, si on peut utiliser ce mot. C'est un lieu qui, évidemment, est très loin de nos propres pères, donc c'est un lieu de saleté, si vous voulez. Ils ne sont pas vécus comme ça. Louis XIV est persuadé qu'il est d'une propreté remarquable. Mais surtout, l'eau n'est plus considérée comme un facteur de propreté. Bien au contraire. On croit désormais que l'eau est porteuse de tous les maux, réels ou imaginaires. On craint que les pores de la peau nue, dilatés par les vapeurs chaudes, ne soient davantage vulnérables aux miasmes et participent au déluge d'épidémies. C'est évidemment la grande peur de la peste qui a accouché de cette peur irrationnelle de l'eau. L'eau n'est pas dangereuse avant la situation de la peste. Mais la peste, avec cette crainte provoquée par l'air, rend l'eau dangereuse. Pourquoi? Parce que l'eau chaude est censée ouvrir les pores, voyez. Et à ce moment-là, les étuves, qui étaient très nombreuses au Moyen-Âge, sont considérées comme un lieu relativement inquiétant. Louis XIV a fréquenté le baigneur au début de son règne, vous voyez. Puis progressivement, il a moins fréquenté, et progressivement, il a intériorisé le fait que l'eau est dangereuse. On a souvent écrit que la crainte de l'épidémie instaura à Versailles le règne de la crasse. Mais peut-être plus que la peste, on redoute avec l'eau que les pores laissent sortir les humeurs du corps, provoquant ainsi la perte des forces vitales, l'imbécilité et même des fausses couches. Et si l'on prescrit le bain, c'est d'abord pour des raisons médicinales, pour faire évacuer le mal. Louis XIV est alors contraint de se plonger dans une baignoire. De la même manière, les saignées, les purges participent de cette propreté intérieure du corps. Louis XIV a des saignées très fréquentes, tous les 15 jours par exemple, vous voyez. Parce que la saignée, elle est considérée comme épurant l'intérieur du corps. La crainte, une des craintes parmi bien d'autres, c'est le fait que les humeurs qui sont considérées comme la substance la plus importante de votre corps, susceptibles de se corrompre, de se mélanger, que faut-il faire? Il faut expulser. Et on expulse par la transpiration, on expulse par la purge, vous voyez Molière, on expulse aussi par le saignée. Le fait d'expulser vous donne de la santé, contrairement aux repères qu'on a aujourd'hui, bien entendu, et en même temps, il rend propre l'intérieur de votre corps. Il y a une insistance sur le fait d'avoir un teint fleuri, un teint frais, en recourant à des petites médecines qui sont précisément le lavement.
pour que leurs humeurs soient les plus propres possibles. Et il y a des cas en plus assez étonnants dans les romans, dans des nouvelles, de lavement pris par des femmes, avec le recours à des domestiques, et puis vous avez des hommes qui soudoient la domestique pour donner eux-mêmes le lavement sans que la femme en soit consciente. Donc il y a une présence ici de ce type de pratique qui me paraît renvoyer à ce que nous disions, c'est-à-dire à la fois une sorte de jeu sur l'apparence, mais aussi de jeu sur le propre. Mais alors, hors maladie ou canicule, point de bain? Sous Louis XIV, il n'existe qu'une seule salle de bain, ou plutôt un appartement des bains. Aujourd'hui, on conserve à l'Orangerie un souvenir de cette incroyable pièce. Une baignoire octogonale taillée dans un unique bloc de marbre de Rance. C'est pour la marquise de Montespan, sa favorite, que le roi commande cette cuve qui doit ornementer un appartement au luxe inimaginable. Cet appartement a été imaginé assez rapidement au moment où Louis XIV décide d'agrandir le château de Versailles. Et au-delà du côté de se faire plaisir lui-même, c'est aussi pour impressionner sa maîtresse. Louis XIV est fou amoureux de cette favorite et il veut toujours l'impressionner. Elle aime le luxe, elle est tapageuse, elle est altière, elle a beaucoup d'esprit, le célèbre esprit Mortemart, et donc rien n'est trop beau pour elle. Louis XIV, lorsqu'il conçoit cet appartement, entièrement de marbre, de porphyre, de matériaux très précieux, il a dans l'idée de l'épater. Cette cuve, non seulement est une œuvre d'art en soi, puisqu'il fallait pouvoir la tailler dans un seul et même bloc, mais surtout, ça représentait un prix excessif et exorbitant. C'est l'équivalent de 50 années d'un salaire annuel d'un ouvrier spécialisé, ou alors même d'une très très belle maison à porte cochère à Paris. Mais là encore, il n'est pas question de prendre un bain pour s'y laver. Cette cuve avait bien des raisons d'être large. Le roi et sa favorite s'y glissent aisément à deux, relaxation, douceur et érotisme, mais pas de nettoiement. Quand la Montespan est disgraciée, elle doit quitter le premier étage pour descendre au rez-de-chaussée et habiter l'appartement des bains, ancien lieu de ses amours. La chute au rez-de-chaussée signifiant bien sûr la chute dans le cœur du roi. À Versailles, les courtisans, pas plus que le roi, ne sont adeptes des baignoires. Et peut-être encore moins, leurs appartements étant trop petits pour en disposer. Mais si on ne se lave pas dans un bain, comment s'effectue alors la toilette? L'expression qui est utilisée en particulier à la cour de Louis XIV, c'est celle de toilette sèche, qui veut tout dire. C'est-à-dire qu'à la fois, il y a de la toilette et en même temps, il n'y a pas de recours à l'eau. Qu'est-ce que c'est que cette toilette sèche? C'est le fait de s'essuyer. C'est un essuyement à travers un linge évidemment blanc, mais cela peut être aussi un essuyement avec un linge qui est imbibé d'une certaine acidité. On considère que cette acidité, elle est censée débarrasser de façon plus efficace la transpiration ou la crasse. Mais il s'agit bien, et je crois qu'il faut insister, sinon on ne comprend pas quelle est la sensibilité de l'époque, il s'agit bien d'une toilette sèche. Pour Louis XIV, la toilette est non seulement sèche, mais également publique. Mathieu Davina, directeur scientifique du centre de recherche du château, reprend le chemin des courtisans qui chaque matin se pressaient pour assister au lever du roi et à sa toilette. Alors nous sommes ici dans la chambre du roi, qui est la chambre de parade, et même pour Louis XIV, la chambre dans laquelle il dormait véritablement. Donc on est dans un décor extrêmement riche, c'est ici qu'il dort tous les soirs, où il se lève en public le matin à 8h30, et il faut imaginer un lit de veille sur lequel a dormi le premier valet de chambre du roi de quartier, et qu'il ouvrait les rideaux en disant « Sire, voilà l'heure ». Du temps où elle a vécu, la nourrice est la première à venir dans la chambre du roi pour venir l'embrasser, et elle est morte en 1688, donc il faut imaginer une petite dame qui a été la nourrice de Louis XIV. Lorsque Louis XIV a 50 ans, elle vient l'embrasser la première. Elle s'éclipse très rapidement, elle ne fait pas partie du lever, et les premiers personnages à rentrer véritablement dans la chambre du roi, ce sont les gens qu'on appelait les personnes de la faculté, c'est-à-dire son premier médecin qui prenait son pouls, et également son chirurgien qui vérifiait les selles du roi pour voir si tout allait bien. Ces gens de la faculté s'éclipsaient et se mettaient en branle la mécanique de cour où vont rentrer progressivement tous les courtisans suivant leur rang. Louis XIV est installé, on lui passe sa chemise et son premier valet de chambre lui apporte de l'eau pour se laver les mains, ce qu'on appelait de l'eau à l'esprit de vin, c'est-à-dire
qu'on pourrait appeler de l'alcool à 90. Et le valet de chambre tient une aiguière, c'est-à-dire une sorte de carafe en vermeil de la main droite, lui verse de l'eau sur ses mains, tient de sa main gauche le plateau pour que l'eau ne coule pas. On lui présente une serviette pour s'essuyer les mains et le roi est installé pour être rasé, donc vraiment brin de toilette assez sommaire, et on lui rince le visage avec une éponge d'eau à l'esprit de vin et finalement d'eau pure pour terminer la toilette. Donc c'est véritablement un spectacle que de voir le roi se lever et de pouvoir toucher cette intimité royale. Au-delà du roi, c'est toute la noblesse qui pratique cette toilette sèche. Anne Forêt-Carlier, conservateur au Musée des Arts décoratifs de Paris, lève pour nous le voile de cette intimité. Le peintre Wario a choisi de présenter une femme à son lever et à l'une de ses premières activités du matin, c'est-à-dire sa toilette, ce qui nous permet d'entrer dans l'intimité de cette femme et de découvrir plus précisément ce que représente la toilette du matin. Elle est au sortir de son lit, elle s'est levée tôt. En effet, les femmes de l'aristocratie au XVIIIe siècle se levaient tôt et elle a revêtu un négligé qui est cette robe de satin légère. Certaines de ces toiles nous montrent aussi autour de la femme à sa toilette diverses personnes. Son abbé qui vient la confesser au lever, c'est la marchande de mode qui va venir lui proposer les derniers colifichets. On va trouver aussi son secrétaire éventuellement qui peut venir prendre note des premiers petits billets qu'elle va rédiger et lui demander de les porter au destinataire. À la cour circulent des petits ouvrages, si petits qu'ils peuvent être aisément glissés dans la poche. Appelés traités de bienséance, de civilité, ils dictent les règles de savoir-vivre aux nouveaux arrivants. Tous insistent sur la propreté. Mais à Versailles, peut-être encore plus qu'ailleurs, être propre se résume au paraître. La distinction suprême passe d'abord par le linge. Il faut qu'il soit blanc, immaculé. Certes, on ne se lave pas, mais on change de chemise, jusqu'à plusieurs fois par jour. Il y a un triomphe du linge. On voit que, progressivement, vous avez une sorte de cascade du linge sur le corps. Et ça descend, le collet descend. Au niveau des jambes, vous avez le canon qui remonte, avec parfois de la dentelle. Au niveau des manches, vous avez aussi le linge qui sort. Il se voit. Et qu'est-ce que c'est qui se voit? On l'oublie, mais c'est fondamental. C'est le signe de l'intérieur. Le linge qui émerge sur l'habit, mais c'est celui qui vient du dedans. Donc il y a un jeu entre le dedans et le dehors qui est absolument fondamental. Et ce qui va provoquer un changement de linge, c'est la sensation de sueur. Moins dangereux que l'eau, le renouvellement de chemise efface, pense-t-on, la crasse. La propreté, elle renvoie à quelque chose qui est évidemment de l'ordre de l'apparence, indiscutablement, mais qui est aussi de l'ordre de la sensation et du sentiment. Et donc le linge, il joue de ce point de vue un double rôle. C'est pas seulement le sentiment. Le linge, c'est aussi le fait de montrer. On voit bien que la propreté, c'est quelque chose qui se montre. Et en même temps, c'est quelque chose qui se sent, dans la mesure où le changement est lié à la sensibilité. Et un des premiers à dire ça de manière absolument magnifique, c'est Montaigne. Montaigne, il dit « je ne supporte pas ma sueur ». Ça veut dire qu'il change de linge. Ou vous avez d'autres exemples qui sont très nombreux. Je pense par exemple à la princesse Palatine, qui revient de Marly et qui va vers un autre château. Et qui dit « j'ai traversé des terrains qui étaient débordants de poussière, j'arrive, je suis complètement fatigué, j'ai de la poussière partout, etc. » Que fait la princesse Palatine? Elle ne dit pas qu'elle va se laver. Elle dit au contraire qu'elle s'essuie et qu'elle change de chemise. Et ça ne veut pas forcément dire qu'il faut que je me lave. Outil de la mode, outil de la propreté, le linge est tout. L'aristocrate qui porte du blanc s'imagine certainement qu'il est plus propre que le paysan qui porte du chanvre. Ce combat pour le blanc se mesure alors au nombre de chemises que l'on possède dans sa garde-robe. Imaginez les chemises du roi empilées dans les coffres de la chambre, remisées comme autant de trésors. Le linge représente un objet de luxe ou vraiment des produits de luxe à l'époque. C'est quelque chose d'excessivement cher. Il y avait la garde-robe du roi qui était au rez-de-chaussée. Ses appartements principaux étaient au premier étage. Et ces coffres de la chambre sont là. Ce sont des coffres de secours, c'est-à-dire qu'on n'a pas à courir à la garde-robe au rez-de-chaussée, on a immédiatement une chemise pour changer le roi. Et ce sont des choses qui coûtent excessivement cher
parce que c'est du coton, c'est du lin, des étoffes précieuses, et ça coûte pratiquement plus cher qu'un meuble ou qu'un tableau qui ne vaut rien à l'époque. Un tableau d'un peintre qui aujourd'hui nous payerions plusieurs dizaines, voire centaines de milliers d'euros, à l'époque c'est estimé 20 livres, 40 livres, alors que des chemises, des nappes, du linge de maison coûtent très très cher. Dans les garde-robes des courtisans, les chemises se comptent par douzaines et sont si précieuses pour leurs propriétaires qu'elles sont mentionnées dans les inventaires après décès. Denis Brunat, conservateur au Musée des Arts décoratifs de Paris, nous reçoit dans les réserves où se cachent des pièces rares et exceptionnelles. Les robes de cour ne se lavent pas. On les frotte, on les brosse et avec le plus d'égard possible. Les chemises, en revanche, passent entre les mains des blanchisseuses et des lavandières et sont lavées, comme tout le menu linge et le gros linge. La chemise est essentielle parce que c'est depuis des siècles, et ce quasiment jusqu'au milieu du 19e siècle, c'est le seul sous-vêtement que l'on porte, tant pour les hommes que pour les femmes. Il faut bien avoir à l'idée que lorsque l'on est nu, on revêt sa chemise. Ici, donc là, c'est une chemise d'homme. Donc l'homme est totalement nu dessous, c'est-à-dire il n'a absolument rien. Et donc la chemise va faire un office de sous-vêtement, à la fois pour le haut, mais aussi pour le bas. La chemise est très proche du corps, elle en est presque inséparable. On dit même que la chemise est une seconde peau, et c'est d'ailleurs de là que vient notre expression être comme cul et chemise, dans le sens où précisément la chemise épousait le corps, elle épousait même aussi les fesses. C'était vraiment, je dirais, entre le corps et la chemise, deux éléments inséparables. C'est une culotte qui a un aspect un peu particulier, mais qui était tout à fait courant à cette époque. C'est ce qu'on appelle une culotte à pont. C'est-à-dire que le pont, c'est cette pièce qui se trouve donc sur le devant, qui se boutonne ici, à ce niveau-là, avec plusieurs types de boutons que l'on voit là. Et cette pièce, en la déboutonnant, elle tombe. Voilà, donc on fait tomber le pont. Et après, on redéboutonnait à ce niveau-là. Et on pouvait donc, bien sûr, pouvoir faire tout ce qu'on avait envie en baissant le pont. On le mettait parce que c'était un tissu qui était beau, brillant. Il faut aussi imaginer qu'on portait ces vêtements le soir, éclairés avec la lumière des bougies. Être propre au château se résume donc à prendre soin des parties du corps qui sont soumises au regard. Les parties intimes, elles, ne font pas nécessairement l'objet de soins, en tout cas pas au grand siècle. Comment alors dissimuler la mauvaise odeur qui émane de ces corps dans ce château où l'on rivalise d'élégance? Les traités de civilité indiquent aux courtisans la bonne manière de se moucher, donnent des recettes pour s'armer contre une haleine fétide ou des pieds malodorants. Les odeurs corporelles ne peuvent être néanmoins totalement dissimulées. Les apothicaires sont chargés de faire des sachets de senteurs pour les habits, le linge et les perruques. On place des petits baluchons parfumés sous les aisselles ou sur les hanches, glissés dans les plis des robes ou les revers des pourpoints. Le parfum devient alors le roi des artifices. L'un des usages du parfum est de masquer surtout les odeurs, et le parfum arrive justement pour compenser ce manque de propreté. Donc on a des odeurs pour le grand siècle qui sont des odeurs très entêtantes, très puissantes, notamment des odeurs animales, c'est-à-dire par exemple la civette, le musc et l'ambre qui sont les trois les plus utilisés à l'époque. Au cours de sa jeunesse, Louis XIV a bien évidemment abusé de parfums. C'était vraiment ces parfums entêtants, voluptueux du grand siècle. Et finalement, il ne va plus les supporter. Dès qu'il entre dans une pièce, il ouvre toutes les fenêtres. Voyager avec lui dans son carrosse, il baisse aussi les glaces du carrosse parce qu'il ne supporte plus les odeurs, par exemple, des femmes qui l'accompagnent. Louis XIV, aimant par-dessus tout l'odeur très suave des fleurs d'oranger, se fait construire un palais antique pour protéger des frimas de l'hiver ces précieux orangers venus de Chine. Car en plus de son parfum, la fleur d'oranger, dit-on, a toutes les vertus, notamment aphrodisiaques.
De la galerie des glaces aux appartements, des valets aspergent ici ou là le château de la délicate fragrance. Seule peut-être Madame de Montespan semble ne plus se soucier des goûts de son royal amant et continue de se parfumer à outrance. Madame de Montespan était très adepte de ses parfums, de ses crèmes. Elle se faisait frictionner nue dans son lit avec tous ces parfums qui étaient excessivement forts. Et c'est vrai que Louis XIV, qui les aimait beaucoup au départ, a eu tendance, à la fin du règne de Madame de Montespan, à ne plus les supporter, puisqu'ils étaient tellement prégnants, et surtout Louis XIV les liait aux migraines qu'il avait depuis de nombreuses années. Donc il a demandé à Madame de Montespan, et ce de façon publique, où elle s'est prise une gifle morale devant tout le monde, où lorsqu'elle devait monter dans le carrosse de la reine, le roi lui en a fait la remarque qu'elle se parfumait beaucoup trop. À la fin des années 1670 et au début des années 1680, Madame de Montespan a été suspectée de lui avoir fabriqué des filtres pour qu'il demeure amoureux d'elle, ou encore d'avoir voulu assassiner sa maîtresse du moment, Mademoiselle de Fontanges. C'est une histoire qui ébranle toute la cour, puisque on met à jour plusieurs sorcières, comme on les appelait à l'époque, des devineresses qui faisaient des messes noires sur des enfants, etc. Et on peut imaginer que l'idée de ces parfums forts qu'elle avait sur elle devenait suspect aux yeux d'un Louis XIV. Parfums entêtants, dissimulateurs, charmeurs, mais aussi désinfectants. En temps de peste ou d'épidémie, le parfum est utilisé comme agent purificateur. Vous avez un rôle, au moment de la peste, donné aux parfumeurs, qui est quand même curieux, à un point tel que des villes qui sont victimes de la peste vont recourir à des parfumeurs en les payant parfois fort cher. Et en situant le parfumeur à des entrées, à des passages, vous voyez, qui sont plus fréquentés que d'autres. Et ceux qui passent, à ce moment-là, sont livrés au parfumeur qui va passer sur eux des produits, les transformer en quelque sorte. Et ça, c'est complètement oublié. Vous avez un deuxième type de pratique qui est complètement oublié. C'est la pratique selon laquelle, si on installe dans des hôpitaux des cassolettes de parfum, on va pas simplement chasser le mauvais air, on va créer un air pur qui va favoriser en quelque sorte le quotidien du malade. Complètement oublié aujourd'hui. Donc ces deux pratiques, elles nous entraînent à mieux comprendre la manière dont, au XVIIe siècle, le fait de recourir à du parfum, c'est avoir le sentiment que l'on recourt à la disparition du sale. Le parfum, c'est aussi, vous voyez, une pratique de faire émerger quelque chose qui est de l'ordre de la monstration du propre, le fait de faire apparaître à l'autre qu'on existe avec, au fond, une incarnation de la propreté. Le parfum devient signe d'un statut social, à tel point qu'on établit des distinctions. Un parfum royal, un parfum bourgeois et un parfum des pauvres. Au château, le parfum participe évidemment du luxe. Pour ces somptueuses fêtes, Louis XIV embaume ainsi ses fontaines d'essence de fleurs d'oranger ou de jasmin. Mais c'est sous Louis XV que la cour de Versailles est appelée la cour parfumée, car pour être à la pointe de la mode, il faut changer de senteur chaque jour. Le célèbre parfum aux 1000 fleurs sera créé, lui, pour Marie-Antoinette, un chef-d'œuvre olfactif composé avec les fleurs de toutes les saisons. L'autre illusion de la propreté, c'est le maquillage. Se farder, c'est tromper, maquiller les cartes, camoufler les faces vérolées. On grime alors son visage, on triche sur ses sentiments. Le courtisan doit tout maîtriser, aussi bien ses expressions naturelles que ses émotions. Au grand siècle, eh bien, on a cette nouvelle hiérarchie des sens et la vue prévaut surtout sur l'odorat, sur le toucher, sur l'ouïe. Et donc ce qui compte, ce sont les apparences, ce que l'on voit et non pas la vérité. Et le cosmétique, le fard, participe évidemment de cet art eh bien, de la dissimulation. On a ces visages presque caricaturaux, blancs et rouges. Il y a un côté un peu théâtrenaux. Ce maquillage, ce fard accentue toutes les expressions. Et le XVIIe, c'est évidemment ce siècle du théâtre et ce siècle aussi de l'étude de l'expression. Dès l'époque, on raille aussi eh bien, cette noblesse avec ce maquillage qui a finalement cette image du double sens, de l'hypocrisie, du dissimulé. Et d'ailleurs, l'expression sans fard aujourd'hui eh bien, est synonyme aussi de vérité.
Cette exigence de blancheur tyrannise le teint. Car comme pour le linge, le visage doit paraître immaculé. Le blanc évoque alors un idéal de virginité, une humanité sans tache, celle d'avant la chute. Avoir un visage pur, c'est avoir une âme exempte de toute souillure, de toute cicatrice. Le blanc est bien sûr le symbole d'une classe oisive, celle d'aristocrates à l'abri du soleil, des intempéries, à l'inverse de ces visages brunis du peuple. Cette course au blanc conduit à toutes sortes de recours, même aux plus toxiques. L'agent de blanchiment le plus utilisé à l'époque, eh bien, c'est le fameux blanc de Céruse. C'est un cosmétique connu depuis l'Antiquité. Les Romains, les Grecs avaient des fards aussi à base de Céruse. Elle cause de très nombreux dommages à la peau. Elle est très astringente, donc elle irrite beaucoup la peau. Elle est aussi dessiccative, donc elle dessèche énormément la peau. Donc appliquée finalement toute la journée, elle va contribuer au vieillissement prématuré de la peau, aux rides d'expression qui apparaissent beaucoup plus rapidement. Cela est relevé dès l'époque. Et puis la Céruse, c'est du carbonate de plomb. C'est une poudre métallique et donc elle peut causer aussi des dommages beaucoup plus importants. Par exemple, la vue, on a des maladies d'yeux très importantes. Lorsqu'on s'applique la Céruse sur la gorge, eh bien, on a des maladies qui touchent la poitrine ou même les poumons. Et puisque la Céruse peut altérer définitivement la peau, on trouve d'autres stratagèmes. Les mouches, qui doivent apporter la touche finale au maquillage, tentent aussi de dissimuler les ravages de ce produit fatal. On peut ainsi apercevoir sur les visages plus de 18 mouches à la fois, autant que de crevasses cachées. Mais avant d'être un artifice, la mouche est d'abord un code galant. Et pour la femme, le mode de vie peut être éreintant. 3 heures pour s'habiller et se farder le matin, puis encore changement de linge après le déjeuner, théâtre, souper, nuit d'amour. Une exigence d'éclat et de splendeur qui ne résiste parfois pas aux excès. Alors, pour être toujours propre et soignée, la femme a sur sa table de toilette tout le nécessaire pour se refaire une beauté. Boîte à onguents, boîte à mouches, pommade, parfum. Elle emporte même dans les plis de sa robe des petits nécessaires, tous plus délicats et ornementés les uns que les autres. Anne Forêt-Carlier a sorti pour nous des collections du Musée des Arts Décoratifs des objets usités à la cour. La toilette ne s'effectuait pas que le matin. Et effectivement, dans la journée, on pouvait être appelé à se refaire une beauté. Donc pour cela, la femme ou l'homme dispose de petits nécessaires miniatures qu'ils pouvaient emporter avec eux. Alors on en a un très élégant exemple ici, donc sous forme de petites boîtes dans laquelle on va trouver tout ce qui est nécessaire pour se redonner un petit peu d'éclat. Celui-ci contient 2 petits flacons, l'un sans doute pour l'eau de senteur et l'autre pour les sels, parce que les sels c'est très important aussi. Lorsque l'on se sentait mal, immédiatement on portait à ses narines un flacon de sel de façon à pouvoir reprendre ses esprits. Il ne faut pas oublier que les femmes, en raison du corset qui les maintenait très fortement, étaient sujettes à des évanouissements. Vous avez différents petits ustensiles comme une toute petite pince destinée peut-être à retirer un poil disgracieux. Ces objets correspondent tout à fait au présent qu'un amant peut faire à sa belle. Et d'ailleurs, en général, ils portent des inscriptions et c'est le cas de ceci. Par exemple, pour ce petit nécessaire flaconnier, on peut lire « Rien n'est trop bon pour ceux qu'on aime ». Et puis là, ici, une autre petite maxime, gage de mon amour. Parmi ces petits objets que l'on prend avec soi, d'autres sont plus ludiques, comme par exemple cette petite jambe en porcelaine sur laquelle vous découvrez une petite mouche, une vraie, l'insecte, qui est disposée au genou. Et cette petite jambe, eh bien, elle s'ouvre et à l'intérieur, on pouvait y dissimuler soit un petit billet doux, soit peut-être que là, on pouvait mettre de la poudre.
Toujours dans le domaine des eaux de senteur, un petit flacon parlant, puisque vous voyez, c'est un très élégant petit bouquet de fleurs de porcelaine, et celui-ci s'ouvre à sa partie sommitale et permettait de se remettre quelques gouttes d'eau de senteur. Une autre couleur marque l'apogée de cette illusion. C'est le rouge. Il est censé rehausser la blancheur du teint et tromper les marques du temps. Une écrivaine anglaise, Lady Montaigu, parlait de Versailles comme d'une assemblée de moutons nouvellement écorchés. Imaginez en effet des pommettes aux couleurs de feu, une figure plâtrée dont les veines sont soulignées de bleu et des cheveux comme de la laine blanche. Car ce despotisme du blanc, on le retrouve partout. Pas une chevelure ne saurait être parée sans être poudrée. Et en plus d'être une norme esthétique, la poudre permet le dégraissage du cheveu. On ne lave pas les cheveux, mais on les poudre et c'est en quelque sorte du shampoing sec. Et ce shampoing sec ne devait pas être évidemment bénéfique pour la chevelure. Et le mort quotidien de ces perruques lourdes et parfois infestées de poussière et de vermine eh bien, causait beaucoup de dommages. D'abord des migraines, des éblouissements, et puis aussi des échauffements et même des escarres. Louis XIV a eu une maladie très grave, notamment due au port de la perruque. En 1696, il est atteint d'un anthrax à la nuque. Fagon, dans le journal de santé du roi, nous décrit cette maladie de Louis XIV, dans des termes d'ailleurs bien peu scientifiques, nous dit que c'est absolument effroyable, que ça ressemble à de la viande desséchée, c'est absolument abominable. La grande affaire au château, c'est la laine. Les courtisans essaient de la maîtriser, en vain. La majorité offre en effet des bouches calamiteuses. Pourtant, différentes méthodes sont préconisées. Dès Louis XIV, en fait, il y a l'opérateur pour les dents de Louis XIV qui, le matin, lui apporte des racines de bois aux vertus odoriférantes ou astringentes, comme le bois de réglisse, le bois de rose, le romarin, pour se frotter les dents avec ces racines, une sorte d'ancêtre de la brosse à dents. Et ces racines, il les trempe dans des opiats, c'est un ancêtre de la pâte dentifrice, on pourrait dire. Il y a aussi des pratiques ancestrales qui se maintiennent, comme celle du tabac, de se laver les dents avec du tabac parce que ça a des vertus désinfectantes, ou même Madame de Sévigné le raconte à sa fille dans ses lettres, même avec de l'urine, car l'urée c'est aussi un agent blanchissant, en fait, un agent astringent. Et il y avait même aussi pour les femmes cette tradition de porter des petites boules musquées cachées dans la bouche, pour masquer le creux des joues lorsqu'il manquait une dent, par exemple. Louis XIV, on sait qu'il avait des problèmes de dentition assez tôt. Il avait des abcès récurrents et finalement, son opérateur pour les dents, son dentiste, en 1685, a l'idée de lui arracher une dent. Il arrache tout le palais supérieur. Ce qui fait qu'à partir de cette date-là, le roi a une communication directe entre son nez et sa bouche, ce qui fait que c'est purulent en permanence. Le roi sent très 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 mauvais de la bouche et en 1685, le roi n'a même pas 50 ans, il a pratiquement plus de dents. Donc c'est un sujet à la cour dont on parle beaucoup, puisque le roi ne va plus manger normalement, il va manger pratiquement que des bouillies, des purées, des choses qui ne nécessitent pas de dents. Au midi du règne de Louis XIV, la médecine n'a pas évolué depuis 2000 ans. Mais si l'hygiène dentaire et corporelle semble loin de nos usages et que l'eau est quasi absente de la toilette, qu'en est-il de l'eau que l'on boit? Est-elle seulement potable? À Versailles comme ailleurs dans le royaume, on juge uniquement de la qualité de l'eau à sa couleur et à son odeur. Avant la création de la ville de Versailles, qui a été créée par Louis XIV en 1671, toute l'eau que l'on menait à Versailles servait exclusivement pour les jardins, pour les fontaines. L'eau à Versailles, ça a été 50 ans de travaux pharaoniques, de drainage, d'arpentage, parce que Versailles a le paradoxe finalement d'être construite sur un terrain marécageux finalement, mais sans eau courante. Et cette eau qu'on l'on fait venir par tous ces travaux, elle ne sert pas à l'alimentation. Ça, c'est vraiment un autre circuit qu'on appelle l'eau bonne à boire, c'est-à-dire finalement aujourd'hui on dirait l'eau potable. Une fois les travaux terminés, le roi et la cour peuvent donc bénéficier à leur table d'une eau bonne à boire. Cependant, l'eau n'est pas d'un accès facile. Il faut ruser pour obtenir des faveurs.
Les comtes d'Artois et de Provence finissent par obtenir l'eau courante pour leurs abreuvoirs à chevaux. Quant au peuple, il se contente des fontaines de la ville. Le nerf de la propreté ne réside pas seulement dans l'accès à l'eau. Des latrines publiques aux chaises percées, quid de l'intimité et des odeurs. Ne crie-t-on pas gare à l'eau lorsqu'on verse le pot de chambre plein de la nuit par la fenêtre? Le progrès à Versailles aurait-il épargné les commodités? Au XVIIe siècle, Louis XIV reçoit encore sur sa chaise percée, il n'y voit rien d'indécent. Bien au contraire, c'est un grand honneur. Le roi se fait aussi construire des lieux retirés pour ses besoins naturels, près de son bureau ou plus généralement dans sa garde-robe. À la fois dressing pour les vêtements et cabinet de la chaise. Dans les dictionnaires du XVIIe siècle, à l'article garde-robe, on peut lire « Aller à la garde-robe, c'est aller décharger son ventre ». Ici, on a véritablement une illustration de tout ce qui pouvait exister à l'époque pour l'hygiène. On a une superbe chaise percée qui date de l'époque de Louis XV. Et on voit le principe, lorsqu'on l'ouvre, on a cette faïence avec un système de moquette pour avoir plus de confort pour les toilettes. Et donc c'est quelque chose qui nécessite d'être vidé une fois que le roi a fait ses besoins. Il y a eu une anecdote assez particulière où un chat angora de couleur blanche était lové dans la cuvette des toilettes et Louis XVI se rendant à son cabinet de chaise, au moment où il a dérangé ce pauvre chat, il s'est mis à greffer le derrière du roi et finalement Louis XVI s'est enfui en remontant très rapidement sur autre chose avec le chat qui devait être bien perturbé d'avoir été dérangé pendant sa sieste. À Versailles, il existe plusieurs types de toilettes, et notamment on vient de voir des toilettes dites à la française, et on a dans un même espace une évolution qui naît au début du XVIIIe siècle, avec des lieux qu'on appelle des lieux à l'anglaise, le système de water closet qui est inventé en 1727. Au XVIIIe siècle, Marie-Antoinette utilise encore des chaises percées. Quant au papier toilette, il n'existe pas. Mais coton et linge de filasse brodé sont d'usage à la cour. Pour les courtisans, ils continuaient à user de chaises à la française, de chaises percées, et finalement, il y avait quelques valets indélicats, ou même certainement feignants, qui préféraient, plutôt que d'aller vider les seaux dans les fosses d'aisance, qui étaient réservés à cet usage, qui préféraient jeter directement les seaux par le biais d'une fenêtre, et ils prenaient quand même soin juste avant de dire gare à l'eau pour prévenir au cas où néanmoins il devait y avoir des accidents. On avait des règlements qui rappelaient que cet usage était strictement interdit à la cour. Dès la construction du château, le roi fait construire des latrines publiques qu'on appelle trivialement des murs à pisser. Mais ces installations peuvent-elles seulement satisfaire les 4000 personnes vivant à Versailles et les centaines de visiteurs quotidiens ? Le château est ouvert au public et il y a beaucoup de monde qui circule à l'intérieur même du château. Ce ne sont pas les courtisans qui étaient à demeure, qui se soulageaient dans les corridors, mais les visiteurs d'un jour qui lassent d'abord à attendre la libération certainement d'un espace, puisqu'on a des latrines publiques qui existent dès le règne de Louis XIII, dès le début du XVIIe siècle. Donc il y avait des odeurs à Versailles, d'urine, voire plus. On urine en effet où l'on peut. Comme l'épisode célèbre mais rare de ce prince urinant du haut de la balustrade de la chapelle, ou de celui se soulageant sur les tapisseries au vu de tous. Et pour les plus discrets, on se libère derrière les portes ou dans les recoins des escaliers. C'est plus facile pour les hommes que pour les femmes. Les femmes ne portaient pas de sous-vêtements, elles ne portaient pas de culottes. Il y avait des porte-chaises d'affaires qui se promenaient dans le château de Versailles et une femme pouvait mettre sa robe sur ce que l'on peut appeler un seau. À la cour, les femmes venaient avec un petit pot de chambre, posaient le pot sous leur robe, donc c'était assez discret. Parfois on entendait couler l'urine de la dite dame. Néanmoins, ces pots ont pris le nom de Bourdaloue en référence au prêcheur Bourdaloue qui devait faire des sermons qui étaient un petit peu trop longs pour ces dames.
Pour aller à la chaise et avoir un aspect un petit peu plus discret, on mettait dessus des faux livres sur lesquels on mettait Voyage aux Pays-Bas. Le titre généralement était Voyage aux Pays-Bas parce que ça avait été inventé au moment où la France était en guerre contre la Hollande, la guerre de Hollande dans les années 1670. Et donc ça amusait beaucoup les Français de se dire qu'ils déféquaient sur les Pays-Bas. Donc il y avait des expressions assez marrantes pour évoquer tout cet aspect un petit peu intime des courtisans. Une armée de domestiques est en charge du nettoyage du palais. Mais malgré tous ses bras, ils demeurent impuissants face à cette autre armée qui grouille des cuisines au comble. Les rats, ce fléau des villes et des châteaux. À cette vermine, il faut aussi ajouter le problème des fosses d'aisance qui débordent et empestent. Ces fosses sont pourtant pavées et étanches pour éviter la pollution des nappes phréatiques, mais ne sont pas vidangées assez régulièrement. Ces fosses d'aisance qui étaient sous le château de Versailles, eh bien, elles étaient curées à chaque saison. On a des témoignages sur ces odeurs parfois pestilentielles lorsqu'il s'agissait de faire cette grande opération. La reine s'est plainte à plusieurs reprises des mauvaises odeurs qui montaient des cours intérieures du château lorsqu'elle ouvrait les fenêtres. Parce que tous ces petits appartements donnent sur une cour. Et on peut imaginer ce qui se passait aussi le long des murs de la cour au rez-de-chaussée. D'autre part, Marie-Antoinette se plaignait parfois que son linge ait une odeur un peu boueuse parce qu'il avait été lavé dans des eaux qui n'étaient pas des eaux courantes et qui pouvaient être des eaux plus ou moins polluées. Mais il y eut pourtant pire. À la mort de Louis XIV, le château est déserté. Dans la ville, les habitants n'hésitent plus à brancher leurs fosses d'aisance sur les aqueducs de drainage qui se déversent dans l'étang de Clagny, où la population s'approvisionne en eau et en poissons. L'insalubrité de la ville provoque alors une série d'épidémies et de décès. Lorsque Louis XV revient à Versailles, en 1722, l'état sanitaire des eaux est dans un état catastrophique. Il y a eu des branchements sauvages, des sources qui sont près des eaux usées, aucun entretien des fontaines et du réseau hydraulique. Et donc il va mettre en place, Louis XV, des nouveaux travaux pour restaurer les fontaines, créer de nouvelles règles sanitaires pour que les égouts et en tout cas les fosses d'aisance soient loin des arrivées des sources. Et puis on décide de se servir de cette grande machine de Marly, extraordinaire machine hydraulique pour faire remonter les eaux de la Seine et de se servir d'une partie de ces eaux pour les eaux bonnes à boire. On va créer un grand bassin qui s'appelle le bassin de Picardie où petit à petit on va recueillir ces eaux bonnes à boire et à partir du règne de Louis XVI on va commencer à les filtrer. D'autres mesures de salubrité publique sont prises. Les immondices et les eaux usées s'écoulant dans les rues sont éliminées. L'étang de Clagny a séché, le cimetière déplacé à l'extérieur de la ville et de nouveaux égouts construits. L'hygiène progresse grâce à la technique mais aussi grâce aux modes. Alors que Louis XIV se fait amener sa baignoire dans sa salle de bain pour raison médicale, Louis XV se fait, lui, construire 7 salles de bain dans ses appartements privés au gré de ses aménagements successifs. Louis XVI se contente en revanche d'une seule salle de bain. Avec ce désir d'intimité qui arrive, on va désormais avoir une pièce qu'on appelle pièce des bains ou cabinet des bains qui vont être entièrement dédiés aux bains. Donc on n'amène plus la baignoire au centre d'une pièce, mais on a des lieux spécifiques. Et ça permettait également de se passer aussi de domestiques et d'avoir plus d'intimité, puisque finalement Louis XV, lorsqu'il était dans sa salle de bain et il prenait en bain, il était pratiquement autonome, puisqu'il y avait même l'eau courante sous Louis XV. Il y avait toujours 2 baignoires sous le règne de Louis XV, une pour se laver et une pour se rincer. Ça permettait d'être beaucoup plus autonome puisqu'il n'avait pas besoin d'avoir un domestique qui vidait entièrement une baignoire pour la remplir et se rincer parce qu'il n'y avait pas le caoutchouc à l'époque, donc il n'y avait pas de flexible de douche et la seule manière de se rincer c'était évidemment d'avoir une autre baignoire. L'évacuation de l'eau se faisait dans une cour et sous la cour il y avait un réservoir et finalement c'est très écologique puisqu'on récupérait cette eau considérée quand même comme propre, cette eau de lavage, et on s'en servait pour les jardins. On a plusieurs anecdotes comme ça de mesdames, par exemple, qui sont dans la cour et qui racontent être aspergées par l'eau du bain de leur père, Louis XV, qui tombe dans cette cour.
qui se produit, c'est ce qu'on pourrait appeler un retour de l'eau. Et ce retour de l'eau, il a plusieurs dimensions. À la fois, il y a une insistance plus grande sur ce que j'appellerais les lavages partiels. Il y a de nouveaux outils, le bidet qui n'existait pas auparavant et qui entraîne effectivement une hygiène intime qui n'avait pas du tout la forme qu'elle prendra. Il y a une insistance donnée sur le lavage des aisselles, le demi-bain, etc. Et il y a aussi, bien sûr, la présence des baignoires, avec des baignoires qui deviennent catégorisées, qui se vendent. L'encyclopédie de Diderot, dans les années 1750-60, met en scène des baignoires, montre que l'objet peut se vendre. Donc il y a vraiment une présence plus grande qui ne touche pas l'ensemble de la population, mais qui commence à toucher une population plus large, pas seulement l'aristocratie, mais la bourgeoisie, etc. Sous le règne de Marie-Antoinette, du château au Petit Trianon, des salles de bain aussi délicates que royales fleurissent. La détente l'emporte néanmoins toujours sur le nettoiement. Un passe-temps en somme, plutôt qu'un mode de lavage. L'eau chaude reste encore suspicieuse aux yeux des médecins. Avant le bain, la purge s'impose, et après, le repos reste obligatoire. On devait se reposer après le bain. C'est ce qui explique la présence d'un lit dans la salle de bain que l'on peut voir encore aujourd'hui à Versailles. La reine ne se baignait pas nue, mais elle se baignait avec une longue chemise de flanelle blanche. Et lorsqu'elle sortait de sa baignoire, il y avait 2 femmes de son service qui étaient là et qui tendaient une sorte de toile pour ne pas voir la reine avec une chemise collée sur son corps. Ça aurait été comme de la voir pratiquement nue. Par conséquent, elle échappait au regard de ses suivantes par l'intermédiaire de cette toile qui était tendue. C'est du moins ce que raconte sa femme de chambre, Madame Campan. Enfin, il fallait quand même bien l'aider aussi à enlever sa chemise. Elle ne l'enlevait pas toute seule. Quant aux enfants, il semble qu'ils n'échappent pas au premier bain. Il faut laver le nourrisson lorsqu'il est né. C'est une eau chaude. Non seulement cette eau chaude est l'outil du lavage, mais elle sert en particulier à s'assurer que l'enfant est encore assez mou, assez moelleux, assez flexible, assez spongieux. Et donc, elle va vous aider à bien vérifier la position de l'enfant, l'ajustement des membres, etc. Elle va vous aider aussi parfois à les redresser, parce qu'ils n'ont pas la forme que l'on attend. Elle va vous aider à accentuer certaines formes, par exemple le cou, par exemple les lombes, pour leur donner plus d'accentuation d'angle. Donc l'eau, de ce point de vue, vous voyez, elle est vraiment l'objet, au fond, d'un malaxage. Et après, il faut enduire le corps de l'enfant de petites écailles d'huître pour que ce soit bien fermé, et puis vous l'entourez et vous le serrez, pour que les humeurs ne ressortent pas. Donc il y a évidemment un bain d'enfant. Pour l'hygiène intime des femmes, un grand tabou demeure, les menstrues. Lorsque les femmes sont indisposées, elles se garnissent avec ce que l'on appelle des chauffoirs, autrement dit des bandes de tissu qu'elles devaient, je suppose, accrocher à une ceinture qu'elle mettait dans ses jours mauvais. Les règles de Marie-Antoinette sont liées à l'espoir d'une grossesse. Elle en parle elle-même à sa mère dans ses lettres en disant « c'est le retour de la générale Krotendorf ». C'était pour savoir si, oui ou non, elle était ou n'était pas enceinte. À la fin du XVIIIe siècle, des critiques sur l'emploi des cosmétiques pointent. Certains notent « La multitude des pommades et de poudres surcharge la tête, bouche les pores et fait chuter les cheveux prématurément. La poudre est si abondante qu'au moindre mouvement, elle tombe sur les épaules. Décidément, les perruques n'ont plus le vent en poupe. » 2 générations se confrontent alors sous le règne de Louis XVI. Celle des grands-parents, au visage immobile recouvert d'un masque blanc et de placards rouges, et celle des jeunes gens, à l'allure naturelle et au teint frais. Eh bien, on va aller vers plus de naturel.
Et ce naturel que l'on retrouve dans la cosmétique, c'est aussi finalement l'époque qui évolue comme cela. C'est évidemment les livres de Rousseau sur cette redécouverte de la nature qu'on lit beaucoup à la cour. Ce naturel, on va le retrouver dans la cosmétique. Les fards se font plus discrets, le rouge est presque plus utilisé. Par contre, on conserve cet idéal de pâleur du visage. Et puis, à la fin du XVIIIe siècle, le maquillage de la cour, il va infuser dans la noblesse à Paris, puis dans la bourgeoisie. Et j'allais dire, comme aujourd'hui, eh bien, on va avoir ce maquillage qui masque en fait les conditions. Il n'est plus l'apanage d'une élite. C'est le sens même de la propreté qui change de nature. À l'avenir, le parfum et la poudre ne sauraient dissimuler les odeurs fétides. L'effet purificateur et laveur du parfum n'est plus. La propreté a changé de main. Elle n'est plus conseillée par les manuels de civilité, mais par ceux du médecin. Au XIXe siècle, désormais, pour être propre, il va falloir se laver avec de l'eau.